Compose, épisode 13. Avant, j'avais un temps plein dans le cinéma, un métier que j'adore, vraiment, j'adorais faire ça. Mais je voulais un métier qui soit vraiment encore plus en accord avec mes valeurs. Parce que le cinéma, c'est très chouette, d'un point de vue culturel, c'est génial, mais ça ne reflète pas spécialement mes vraies valeurs. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Et hier, c'était ma dernière journée, donc aujourd'hui, c'est officiellement ma première journée sans emploi, en tant qu'indépendante, du coup, complète. Donc c'est vrai que ça tombe bien qu'on enregistre ça justement aujourd'hui. Mais c'est très spécial et c'était l'envie vraiment de créer mon métier. Et comme ça, je suis libre, je peux choisir ce que je fais, je peux choisir avec qui je travaille, mon emploi du temps. Et ouais, c'est la liberté en fait. Mon invité cette semaine, c'est Raphaël Schmitz, styliste et photographe culinaire, un métier qu'elle ne connaissait pas il y a 3 ans. Ensemble, on a parlé de son blog de recettes végétariennes, Stay Wild, créé en 2018, de comment elle est devenue végétarienne, de ses premières propositions de partenariat avec des marques, du syndrome de l'imposteur, de la communauté qu'elle a créée autour de son projet, du fait qu'elle vient tout juste de quitter son premier métier et qu'elle n'aurait jamais imaginé devenir indépendante, de la façon dont elle va développer son blog. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Raphaël d'être avec moi sur Compose. Merci de m'avoir invitée, je suis vraiment très contente. Tu es donc photographe et styliste culinaire et tu as le blog Stay Wild. C'est un blog de recettes végétariennes que tu as créé en 2018. Tu peux déjà nous expliquer pourquoi, en fait, l'envie de créer ce blog ? Oui, c'est ça. Je l'ai créé en septembre 2018. C'était la période où je venais de finir mes études, mon mémoire, et j'allais commencer à travailler 1 mois plus tard. Et pendant 1 mois, du coup, j'avais un peu plus de temps. Et alors, je me suis dit que c'était enfin le moment de lancer ce projet que j'avais en tête depuis un petit temps, mais que j'avais jamais osé concrétiser. Et en fait, pourquoi je l'ai lancé ? Simplement parce que moi, je suis végétarienne depuis très très longtemps, depuis des années. Et à chaque fois qu'on parlait de ça avec des amis, de la famille ou des inconnus, ils me disaient toujours moi je trouve ça génial, mais je pourrais jamais être végétarien parce que j'ai l'impression qu'on mangerait toujours la même chose ou j'ai l'impression que j'enlèverais trop de choses de mon alimentation. Et du coup, moi, à chaque fois, j'expliquais aux gens, mais pas du tout. Moi, depuis que je suis végétarienne, justement, j'ai jamais mangé aussi varié. Donc, c'est bien, c'est tout l'inverse du cliché qu'on imagine du végétarien qui est carencé, qui mange que des légumes et des féculents, alors qu'en fait, il existe tellement de recettes. Et du coup, voilà, c'était un peu pour cette raison que je voulais créer un blog de recettes. C'était vraiment pour expliquer, pour montrer aux gens que c'est facile de cuisiner végétarien. Et justement, tu peux nous expliquer un peu comment toi, t'es devenue végétarienne ? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le cap, entre guillemets Ouais, alors c'était quand j'avais 12 ans, donc c'était en première au collège. Notre professeur nous a passé un documentaire sur l'élevage des poulets, l'élevage intensif, et il a passé ça à toute la classe. Et franchement, ça m'a ouvert les yeux. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. J'ai toujours été très proche de la nature, mais là, ce documentaire, ça m'a vraiment fait réaliser ce qu'il y avait derrière l'industrie alimentaire, l'industrie de la viande. Et je m'y attendais pas du tout, j'étais naïve, mais voir ce documentaire vraiment, ça m'a marquée. Je me souviens que je suis rentrée chez moi et j'ai dit je mangerai plus jamais de viande. Donc voilà, ça remonte à il y a longtemps. Et 12 ans, c'est super jeune. Du coup, comment ça s'est passé dans ton entourage ? Comment ça a été pris ? Est-ce que tes parents t'ont un peu suivi dans cette envie ? Mais ils ont toujours été très compréhensifs, mais c'est vrai que c'est pas... Je pense qu'ils ont peut-être eu un petit peu du mal à comprendre parce qu'à l'époque, donc c'était il y a 16 ans, c'était beaucoup moins commun, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes végétariennes, voire véganes, parce que les consciences évoluent. Et à l'époque, c'était pas du tout commun. Je pense que moi, je connaissais personne qui était végétarien et mes parents non plus. Et du coup, ils ont eu un petit peu du mal peut-être à l'accepter. Mais on a toujours fait avec, on s'est toujours adapté malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le regard des autres. C'était pas facile au début à gérer, de la famille, même de tout le monde en fait. On nous regardait toujours, mince, qu'est-ce qu'on va préparer ? Tu viens chez moi, je sais pas quoi te proposer, des choses comme ça. Et c'est petit à petit que du coup, toi, tu as commencé à apprécier la cuisine
cuisine a apprécié de tester de nouvelles recettes? Oui, c'est ça. En fait, à la maison, du coup, ce qui s'était passé, c'est naturellement, j'enlevais simplement la viande de mes plats au début. Mais du coup, c'était très fade. Enfin, c'était juste des légumes, des féculents, juste sans la partie viande ou poisson. Et il y a un moment, je me suis dit, OK, ça suffit. Il faut que j'apprenne à cuisiner. Parce que je ne savais pas du tout cuisiner. J'étais vraiment... j'étais jusqu'à 16 ans, je pense. À la base, je ne savais pas du tout cuisiner à part faire des pâtes et une omelette. Et du coup, j'ai dû un petit peu me renseigner. Tu vois, j'ai cherché des idées de recettes, des inspirations dans des livres et j'ai appris toute seule en fait au final vraiment à cuisiner, à utiliser les épices aussi. C'est la base, ça fait tout dans un plat végétarien, je trouve, même dans tous les plats. Et ouais, donc c'est comme ça en fait, c'est vraiment en m'inspirant un petit peu de tout ce que je voyais. Il n'y avait pas encore d'Instagram, pas beaucoup de réseaux sociaux, donc c'était surtout des livres de recettes et quelques blogs, ouais. Et puis après, comment tu as fonctionné en fait? Toutes ces recettes que tu testais, t'as commencé à les écrire pour toi avant de vouloir les partager sur un blog, ou c'est vraiment le blog qui t'a fait tester de nouvelles recettes et les créer? C'est un peu plus dans ce sens-là. En fait, au début, effectivement, je notais jamais les recettes que je testais. En fait, je les gardais juste en tête ou alors j'improvisais totalement. Mais c'est vrai que je les notais pas et du coup, parfois, j'oubliais des bonnes recettes que j'avais faites. Et du coup, le blog, en fait, il m'a un peu servi à ça. Tu vois, certaines personnes écrivent dans un journal intime. Bah, moi, c'était un petit peu... mon blog, c'était un petit peu mon journal intime, sauf que je l'ouvrais à tout le monde. Donc, dès que je testais une recette que j'adorais, je notais vite ça. Et au moins, j'étais sûre de pas l'oublier. Et je me suis toujours dit, même si personne ne lit mon blog, même si ça ne décolle jamais, tant pis, au moins j'aurais répertorié toutes mes recettes. Ça, en fait, je suis la première, pas spectatrice, mais comment dire, je suis vraiment la première lectrice, j'étais la première lectrice de mon blog, quoi. C'est vraiment ton aide-mémoire de base, quoi. C'est ça. Et alors, assez vite, ça a fonctionné, en fait? Oui, quand même, parce qu'en fait, j'ai directement commencé sur Instagram. Quand j'ai fait mon site, mon blog, j'ai directement créé un compte Instagram et j'ai remarqué que la nourriture sur Instagram, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je sais pas pourquoi. Mais les gens adorent, en fait, sauvegarder des recettes pour les voir plus tard. Et du coup, ça a quand même directement fonctionné. Donc j'étais assez surprise. J'étais la première surprise. Et à partir de quel moment des marques ont commencé à te contacter pour faire des collaborations, pour faire des partenariats? Ça s'est passé comment? Je dirais que le premier partenaire rémunéré, il est venu plus ou moins après 1 an et demi environ. Avant ça, j'avais eu quelques marques qui m'avaient envoyé des produits qui voulaient me faire essayer. Mais c'était pas spécialement rémunéré. Donc oui, ça a pris plus ou moins 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu comme ça que du coup, tu as découvert le métier de styliste photographe et styliste culinaire. Oui, tout à fait. Au début, je connaissais même pas ce métier, photographe et styliste culinaire. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'étais juste là en train de faire mes recettes et mes photos. Mais il faut savoir que j'ai un background de photographe parce que grâce à mon père qui m'a fait connaître la photographie, mais je faisais surtout des portraits, des paysages, des événements. Jamais pris de photos de nourriture, mais du coup, je me suis un petit peu adaptée. Et au début, je prenais bêtement mes plats, c'était pas spécialement joli, c'était juste un plat. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à incorporer des détails, à créer du storytelling, donc une histoire autour d'une recette pour qu'une recette te rappelle, je sais pas, moi, une tarte aux pommes, ça te rappelle la tarte aux pommes de quand t'étais petite, tu vois, j'incorpore des petits accessoires, des petits éléments dans la photo et ouais, donc c'est venu du stylisme culinaire en fait. Et comment tu as eu ces idées, en fait, de créer un petit storytelling? C'est par rapport à ce que tu voyais, peut-être chez d'autres blogueurs, d'autres blogueuses ou Oui, je pense que c'est principalement ça. C'est le fait de suivre des comptes qui sont inspirants. C'est surtout ça qui m'a guidée, en fait, vers le stylisme culinaire, parce que je connaissais pas ce métier. Et puis après, j'ai découvert sur Instagram, via les blogs, des personnes qui avaient un blog et qui étaient photographes culinaires. Il y a même un podcast qui existe, qui s'appelle Comment devenir photographe culinaire, je pense, ou devenir quelque chose comme ça. Et c'est en écoutant ce podcast et en regardant leurs photos, ça m'a donné des idées et j'ai découvert le métier en fait. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand les premières marques t'ont contacté? Tu t'es rendu compte que ça créait quelque chose avec elles, que ça créait une autre ampleur à ton projet? Je m'y attendais pas du tout, honnêtement, et je me sentais pas spécialement légitime. Donc, en fait, j'étais un petit peu stressée au final. Donc, c'est super, ça paraît super chouette quand les marques te contactent pour que tu fasses des photos, tu crées des recettes avec leurs produits. Mais en fait, moi, la première chose, c'était que genre, oula, pourquoi moi? J'étais stressée. J'étais vraiment stressée sur le moment et
du coup, c'était clairement le syndrome de l'imposteur, quoi. Je me sentais pas légitime, je me demandais pourquoi. Et même encore maintenant, parfois, j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Ça, je pense que ça arrive... j'espère que ça va arriver de moins en moins souvent, mais je pense que c'est quelque chose qui nous accompagne un petit peu toujours quand on se demande, mais pourquoi est-ce que ça marche pour moi, quoi. Et justement, comment tu as réussi à passer à côté de ce syndrome et à accepter les premières propositions? Les retours des gens, principalement. C'est quand les gens refont mes recettes ou qu'ils me commentent sur une photo ou les marques qui me disent qu'elles ont vraiment bien aimé le contenu. C'est les retours, les feedbacks des gens, c'est super valorisant et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors qu'au début, je pense que tu parlais pas trop de ton blog, en tout cas à ton entourage, etc. T'étais plus un peu craintive à l'idée qu'ils découvrent ça. Ah oui, au début, mais vraiment, le blog, c'était une idée que j'avais en tête depuis longtemps, que j'avais jamais osé concrétiser parce que j'avais juste trop peur du regard de mes amis et de ma famille. Et donc d'ailleurs, au début, quand j'ai créé mon blog, j'en ai pas parlé autour de moi. J'ai des amis 1 an après, 2 ans après, je crois qu'il y a même encore des personnes récemment qui m'ont... même encore maintenant, en fait, il y a des personnes qui découvrent mon blog par hasard et qui me disent « Ah, mais... » Enfin, je savais pas du tout que t'avais un blog alors que ça fait 3 ans. Mais j'ai jamais fait la pub autour de moi parce que c'est quelque chose que j'osais pas en parler, quoi. Ouais. Et donc, tu restais un peu, entre guillemets, caché derrière Stay Wild. Tu voulais pas trop montrer que c'était toi? C'est pour ça que déjà, je l'ai nommé Stay Wild aussi, entre autres. C'est parce que je voulais pas mettre mon nom, je voulais pas associer mon nom. J'avais trop peur qu'on me trouve directement. Et alors, je me montrais jamais. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et d'ailleurs, je suis toujours un petit peu mal à l'aise. J'ai toujours un petit peu du mal. Ça se voit quand je filme et que je me mets en scène. Ça se voit que je suis un petit peu parfois mal à l'aise parce que j'ai pas du tout l'habitude. Donc au début, pendant 1 an et demi, je pense, je me suis pas montrée une seule fois. Je montrais pas de photos. C'était juste mon blog. Je voulais pas qu'on me trouve, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap de commencer à te montrer un petit peu? Je me dis que peut-être que les gens peuvent un petit peu plus se reconnaître en voyant un visage. Ça fait un petit peu plus familier, un peu presque comme si j'étais pas une amie mais une connaissance, quoi, tu vois. Et donc j'avais aussi envie de créer une communauté, vraiment une communauté autour de mon blog. Et créer une communauté quand tu te montres jamais, c'est presque impossible, en fait. J'ai envie que les gens puissent se reconnaître dans le blog. Et oui, c'est principalement pour ça. Et cette communauté, tu as réussi à la créer quand même au fil des années. Maintenant, il y a plus de 12 000 personnes qui te suivent. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir grandir comme ça au fil du temps, le nombre d'abonnés? Ici, c'est sur Instagram. C'est super chouette. Et chaque palier que je passe est toujours hyper valorisant et comme une petite victoire, mais je m'en rends pas du tout compte sur le moment. Je me souviens, la première fois que j'ai passé 2000 abonnés, j'étais tellement contente. Je m'y attendais pas. C'était au début, en plus, parce que ça c'était un peu de manière pas exponentielle, justement, mais ça a très vite augmenté, en fait. Donc, je m'y attendais pas du tout. Et je suis toujours super contente de voir que ça continue à grandir. Et il y a des personnes qui sont là depuis le début, qui sont toujours là. Et donc, c'est trop chouette. Et t'as l'impression que ton public est principalement végétarien, végétalien, ou qu'il y a vraiment un peu tout type de personnes qui sont là? Non, il y a vraiment tout type de personnes, vraiment, parce que souvent, on m'envoie un message en message privé pour me dire « Ah voilà, je suis pas du tout végétarien, mais j'ai fait ta recette et c'était super bon. » Voilà, donc ce genre de message, ça fait trop plaisir. Moi, c'est l'objectif, c'est de montrer que parfois on peut manger végétarien sans même s'en rendre compte que c'est végétarien et que c'est super simple à faire, en fait. Donc c'est pas du tout que des végétariens, non, justement, il y a vraiment de tout. Ouais. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Souvent, en fait, il y a plein de plats, en fait, végétariens, mais c'est parce qu'on donne une petite étiquette. Donc, c'est important, comme ça, de montrer aux gens, vous mangez végétarien vraiment souvent, sans vous en rendre compte. Exactement. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se disent « il faut que je mange de la viande tous les jours ». Et je suis sûre qu'il y a des jours où ils mangent végétarien, mais ils s'en rendent pas spécialement compte. C'est exactement ça. Et il y a beaucoup de recettes aussi, du coup, végétaliennes. C'est venu vraiment naturellement parce que tu cuisines toi-même souvent végétalien? Oui, c'est ça. En fait, dans mes recettes végétariennes, c'était pas spécialement voulu au début, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de recettes végétaliennes au final. Donc, sans aucun produit animaux, des currys, des dalles, des pâtes. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de recettes au final qui sont sans beurre, sans fromage, sans lait, sans œufs. Et donc, c'était pas spécialement voulu, mais après, j'ai commencé à en incorporer de plus en plus, sans spécialement le dire, sans mettre en avant l'étiquette végane.
mais juste pour inspirer un peu plus les gens à cuisiner vegan, en fait. Même si je suis végétarienne, je suis pas végane, mais je tends vers le véganisme, on va dire, ouais. Et du coup, tu as vraiment l'impression de mettre ta petite pierre à l'édifice quand même. Toi, ton premier combat, entre guillemets, c'était pour les animaux. Tu as vraiment l'impression d'aider cette cause en faveur des animaux? Oui, c'est pour ça que c'est hyper valorisant. C'est que je me dis que si je peux inspirer ne fût-ce que 5 personnes à manger plus souvent végétarien, je trouve que c'est déjà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire et c'est déjà une victoire pour moi. Donc je sais pas si je sais pas si vraiment je mets ma pierre à l'édifice. Enfin, j'amène ma pierre à l'édifice, mais j'aime à penser que oui, en tout cas. Comment ça se passe avec les marques? Les marques te contactent et veulent travailler avec toi et à côté, tu continues tes recettes à toi. Comment tu t'organises en fait? Comment s'organise ton métier? Ça. Donc sur la semaine, je vais poster plusieurs recettes vraiment à moi, on va dire, pour mon plaisir aussi et pour les personnes qui me suivent. Et alors, environ, on va dire, une fois par semaine, parfois un peu moins parce que j'aime pas non plus que mon profil Instagram devienne une façade publicitaire, mais on va dire une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, je poste une recette sponsorisée. Donc là, en fait, j'utilise le produit d'une marque dans une recette. Voilà. Et comment tu t'organises tes partenariats? Tu analyses bien leurs valeurs pour qu'elles correspondent aux tiennes? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que quand une marque me contacte, je vais quand même toujours faire un petit check, un background de la marque parce que j'ai pas... il faut que ce soit en accord avec mes valeurs, ça c'est certain. Donc par exemple, si une marque qui fait beaucoup de charcuterie ou de produits avec de la viande va me contacter, je vais dire non parce que ça n'a pas de sens en fait. C'est un peu du greenwashing, mais version végétarienne. Exactement. Je vais pas citer de marque, mais il y a une marque de charcuterie très connue qui m'a contactée et non, c'était pour promouvoir leur seul produit végétarien. Et non, je peux pas. C'est contre mes valeurs vraiment. Donc je fais quand même attention effectivement avec qui je travaille. Toi, tu as vu une évolution dans ta vie quotidienne par rapport à l'offre végétarienne, végétalienne pas dans les supermarchés forcément, mais dans les magasins de manière générale? Complètement. Là, ça fait quelques années, je dirais que ça fait bien 4-5 ans qu'on voit beaucoup plus de produits végétariens, c'est tellement plus facile. Je me souviens, au début, c'était super rare de trouver par exemple du tofu, et c'était juste un bloc de tofu nature, alors que maintenant, t'as à tous les goûts, tu vois, t'as genre 5 goûts différents qui sont super bons. Et donc, au début, la première fois que j'ai mangé du tofu, moi, je savais même pas qu'il fallait le faire mariner, l'assaisonner, donc c'était vraiment pas bon. Alors que maintenant, tu peux pas te tromper, tu vois, t'as plein de super bonnes alternatives, et il y en a tellement plus qu'avant, donc c'est beaucoup plus chouette et beaucoup plus facile d'être végétarien aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier que tu fais aujourd'hui? Je dirais que c'est quand même la diversité, parce que chaque jour est différent et c'est aussi pouvoir vraiment... la cuisine, c'est ma passion, vraiment, et la photo aussi. La cuisine et la photo, c'est mes 2 grandes passions, mes 2 grands hobbies, et du coup, c'est vraiment allier les deux. Je trouve ça juste... formidable. Et surtout que aujourd'hui, vraiment depuis aujourd'hui, tu es à 100% sur ton projet. Ouais, tout à fait. Pourquoi tu as décidé de laisser de côté ton autre métier pour te consacrer à fond au blog? Ouais, donc en fait avant j'avais un temps plein dans le cinéma, un métier que j'adore, vraiment j'adorais faire ça, mais je voulais un métier qui soit vraiment encore plus en accord avec mes valeurs. Parce que le cinéma c'est très chouette, d'un point de vue culturel c'est génial, mais ça ne reflète pas spécialement mes vraies valeurs. Et du coup j'ai décidé de me lancer, et hier c'était ma dernière journée, donc aujourd'hui c'est officiellement ma première journée sans emploi en tant qu'indépendante, du coup complète. Donc c'est vrai que ça tombe bien qu'on enregistre ça justement aujourd'hui. Mais c'est très spécial, et c'était l'envie vraiment de créer mon métier. Et comme ça je suis libre, je peux choisir ce que je fais, je peux choisir avec qui je travaille, mon emploi du temps, et ouais, c'est la liberté en fait. Et outre ce métier de styliste et photographe culinaire, tu t'attendais il y a quelques années à devenir indépendante? Non, pas du tout. Non, vraiment. Il y a quelques années, j'ai fini mes études, et pendant toutes mes études, je m'étais toujours dit que je serais salariée toute ma vie. À l'époque, surtout, il y avait beaucoup moins d'entrepreneuses, de personnes... en tout cas, peut-être qu'il n'y en avait pas moins, mais dans mon entourage direct, on va dire, il y en avait moins. Et du coup, j'étais moins inspirée à
à oser me lancer. Et donc, j'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, là, je serais indépendante. Surtout que le jour où j'ai eu mon travail dans le cinéma, j'étais tellement contente. Et 3 ans plus tard, le lâcher, c'est quelque chose, quoi. Et oui, et du coup, pour un métier que tu ne connaissais pas encore il y a quelques années. Oui, en plus. Donc, si ça, on m'avait dit que je ferais ça maintenant, non, j'y croirais pas, ça c'est sûr. Et est-ce que tu as été inspirée par d'autres personnes qu'on connaît, qui sont photographes, stylistes culinaires? Tu parlais du podcast tout à l'heure. Tu as été inspirée comme ça par d'autres parcours? Oui, mais c'est vraiment ça. En fait, donc il y a encore 2 ans, même il y a encore 2 ans, quand j'avais déjà mon blog, j'aurais jamais imaginé faire ça. Pour moi, c'était juste un hobby sur le côté que je faisais après le travail ou le week-end. Mais en fait, j'ai vu quelques blogueuses et photographes culinaires. Je pense entre autres à Marie Gourmandise, Clem Foodie aussi, c'est une Française. Il y en a tellement en fait des inspirations et c'est ça en fait. D'ailleurs, je pense que Marie Gourmandise, oui, elle a participé au podcast Devenir photographe culinaire et ça m'a vraiment fait un déclic. Je me souviens que j'ai écouté plusieurs fois le podcast dans ma voiture quand je faisais à manger parce que ça a été une vraie source d'inspiration. Ouais, elle a expliqué qu'elle s'était donné 1 an pour se lancer dans ce métier et que ça avait fonctionné. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut que j'essaye. C'est que c'est possible, en fait. Voilà, exactement. Et du coup, toi, comment t'envisages l'avenir? Tu te donnes aussi un certain timing pour, entre guillemets, réussir? Oui, à la base, c'est vrai que je m'étais dit... je peux me donner 1 an ou 2 ans, voir si ça fonctionne, même si intimement je suis persuadée que ça fonctionne parce que je pense qu'on peut tous y arriver, on peut tous réussir à faire vraiment vivre de sa passion et ce qu'on a envie. En tout cas moi j'en suis intimement persuadée. Après là le contexte il est un peu différent parce qu'entre temps on a décidé avec mon compagnon de partir voyager, donc pendant 1 an et demi on va un peu parcourir le monde et du coup je vais essayer de à la fois profiter de ce voyage et à la fois développer mon blog. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Le contexte est un peu différent. Est-ce que je me donne 1 an? Est-ce que je me donne 2 ans? Voilà, ça je ne sais pas encore où je serai dans 1 an. Ça, c'est vraiment l'inconnu. Et ton blog, alors, qu'est-ce que tes lecteurs pourront découvrir par rapport à ce voyage? Mais je vais essayer en tout cas de continuer à partager des recettes, mais à adapter les recettes en fonction de l'endroit où je suis. Par exemple, on prévoit d'aller en Asie. Je vais probablement prendre des cours de cuisine sur place et essayer de, du coup, développer plus des recettes type asiatique. Des currys, des bons plats, des nouilles. Et sur ton blog, on peut aussi découvrir des articles plus lifestyle. Tu partages un peu tes astuces en fait pour une vie plus qui tend vers le zéro déchet, plus tournée vers l'environnement. Pourquoi c'était important de rajouter aussi cet aspect-là dans ton blog? En fait, déjà l'aspect bien-être est super important pour moi. L'aspect retour aux sources, proche de la nature. Toutes mes recettes en général, pas toutes, mais la plupart de mes recettes sont quand même des recettes qui sont bonnes pour la santé, tu vois, où il n'y a pas 1 tonne de sucre, 1 tonne de beurre, des choses comme ça. Et du coup, en fait, je trouve ça logique de continuer sur cette lancée avec des articles un peu plus lifestyle, mais donc des astuces, zéro déchet, par exemple. Parler en fait un peu des autres valeurs que je partage, mais qui sont toujours liées à celles de mon blog actuellement. Et finalement, pour toi, ça va ensemble? Le fait, c'est pas seulement pour les animaux que c'est important de manger végétarien, c'est aussi pour la planète et donc ça va avec ces articles lifestyle. Tout à fait, c'est ça. La première raison pour laquelle je suis devenue végétarienne, c'est évidemment pour les animaux, mais ça a été renforcé au fil des années et surtout récemment pour la planète tout simplement parce qu'on sait les conséquences que l'industrie alimentaire a sur la planète et pas que l'industrie alimentaire, l'industrie des vêtements d'ailleurs. C'est pour ça que je participe plus à la fast fashion. Je trouve ça hyper important d'un petit peu recycler ce qu'on a ou alors, tu vois, trouver des choses en seconde main ou soutenir des marques qui sont vraiment responsables, voilà. Responsables d'un point de vue pour la planète, mais également pour l'humain. Pour moi, c'est des valeurs. Toutes ces valeurs-là, elles sont toutes liées et je les trouve tellement importantes à l'heure actuelle. Et du coup, c'est important aussi d'utiliser la voix que tu as avec la communauté que tu as réussi à créer pour sensibiliser à tout ça, mais de façon, comme tu le disais à chaque fois, pas aller entre guillemets attaquer les gens, mais vraiment les responsabiliser de manière positive
Oui, c'est ça. Je trouve qu'il n'y a rien de pire, parce que je l'ai déjà vu chez certaines personnes, de venir nous attaquer dans nos croyances. Ça, c'est le meilleur moyen pour que la personne se bloque. Et en fait, ça va avoir l'effet inverse au final. Du coup, moi, j'ai trouvé en tout cas que la meilleure façon de peut-être impacter les gens, ou en tout cas leur faire prendre conscience, c'est de les inspirer. Donc, c'est d'y aller justement doucement, progressivement. Donc, au lieu de dire c'est horrible de manger de la viande, l'animal il souffre, la planète elle souffre, arrêtez complètement. Je vais plutôt justement leur dire déjà si vous arrivez à manger 2 repas, 3 repas sur la semaine végétariens alors que vous mangez tout le temps de la viande, c'est déjà super. Enfin, c'est un super pas en avant. Et alors, voilà des idées de recettes justement. C'est comme ça que je veux faire passer mon message, c'est par on va dire, plus positivement, quoi. Ouais. Alors que par contre, toi, t'as appris de manière un peu plus choc, un peu plus rentre dedans, vrai. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est paradoxal d'un côté. moi, en fait, ce choc, ça m'a vraiment fait un déclic, mais je pense que tout le monde n'est pas prêt, en fait, à avoir un déclic comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Enfin, tu parlais d'une vie plus saine, globalement. Le végétarisme, ça t'a fait te sentir aussi mieux physiquement ? Ah oui, complètement, vraiment. Bon, après, moi, ça fait tellement longtemps que je suis végétarienne, mais voilà, j'ai jamais eu de carence. Enfin, non, clairement, je me souviens. D'ailleurs, ça m'arrive parfois de faire une semaine végane et je sens parfois que j'ai beaucoup plus d'énergie, par exemple, parce que, je sais pas, mon corps assimile mieux peut-être les protéines végétales que les protéines animales. Et puis, enfin, oui, c'est tout un ensemble. En fait, ce mode de vie, clairement, j'ai vu une différence, ouais. Et on n'en a pas encore parlé, mais en plus de tout ça, tu es aussi professeur de yoga. Oui. Tu peux expliquer un peu comment, en fait, tu es devenue professeur de yoga ? Alors, ça fait quelques années que je pratique du yoga. Et pendant le confinement, donc pendant la pandémie, j'ai pratiqué beaucoup plus chez moi. Mais pratiquer chez soi avec une vidéo, c'est pas la même chose. J'avais peur de mal faire les mouvements. Et du coup, en fait, j'ai décidé un peu sur un coup de tête de m'inscrire à une formation intensive. Donc, c'était 1 mois, en fait, donc 200 heures pendant 1 mois, dans le sud de la France, en plein confinement. Donc, en plus, normalement, on n'était même pas censé quitter la Belgique. Je suis partie avec ma petite voiture. J'ai été en Ardèche faire ma retraite de yoga. C'était génial parce que en France et en Belgique, tout le monde était confiné, mais nous, on était dans notre petit cocon pendant 1 mois. Et voilà, j'ai fait ma formation pour devenir professeur de yoga. Ça, à nouveau, si tu m'avais dit, mais ça, même il y a 1 an, si tu m'avais dit, j'y aurais jamais cru. Ça, franchement, c'était un truc que j'avais mis sur ma wish list, on va dire, à faire avant 30 ans, mais je l'avais mis comme ça. Enfin, j'aurais jamais cru devenir professeur de yoga. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné le déclic, du coup ? Parce que tu aurais pu simplement te dire, alors je vais arrêter pendant le confinement vu que j'ai peur de mal faire les mouvements ou autre. Comment tu as eu ce déclic de partir te former carrément pour devenir prof ? En fait, j'adore toucher à tout. Et j'adore me perfectionner dans tout. Donc, quand je fais un truc, je le fais à 100%, tu vois. Je fais pas à moitié. Et là, clairement, je me suis mis au yoga à 100% pendant le confinement. Et voilà, j'avais envie de développer ça. Et je me suis dit, je pourrais peut-être, en fait, être professeur de yoga un jour. Ok, je vais le faire. Voilà. Moi, quand j'ai une idée en tête, je le fais. Et donc, avec un boulot à temps plein, plus un blog et donc un autre boulot, t'es devenue prof. Oui. Un 3e boulot à ton quotidien. Voilà pourquoi je pense que j'ai démissionné aussi, parce que ça, c'est un peu trop, là. J'avais plusieurs boulots. Ouais, tout à fait. Ouais, et ça t'apporte quoi, le yoga ? Justement, ça vient contrebalancer le reste parce que j'ai une vie très très active, très intense, où je suis toujours à du 100 à l'heure. En fait, je fais toujours tout à 100%. Et là, ça vient clairement. C'est ma petite, ma pratique des yoga. C'est mon moment pour moi, mon moment zen. Quand je donne cours, j'adore essayer de justement aider les autres, parce que clairement, pour moi, c'est ça. Enseigner le yoga, c'est aider les autres à se sentir bien, parce que c'est une pratique qui est tellement, qui englobe tellement de choses en fait. Qui aide les gens d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. Et moi aussi, c'est ce que ça fait. Clairement, ça m'apaise mentalement et physiquement. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Et du coup, comment tu vas faire quand tu vas partir à l'étranger ? Est-ce que tu vas continuer à enseigner à distance ou... C'est une bonne question. Je t'avoue que je suis encore un petit peu en questionnement. J'aimerais bien continuer. Maintenant, voilà, je sais que clairement, par vidéo, c'est pas la même chose qu'en vrai. Mais pourquoi pas ? Je pense peut-être, tu vois, profiter de mon voyage pour peut-être enregistrer des vidéos de pratique de yoga, parce qu'il n'y a rien à faire, même si c'est pas la même chose, effectivement, en vidéo. Moi, j'adore suivre des
vidéos de yoga. Donc pendant le confinement, c'est ce que j'ai fait. Donc tu vois, quand on n'a plus d'autre choix, quand on ne sait pas aller au cours. Donc il est possible, voire probable que j'enregistre peut-être des vidéos de pratique de yoga. Et une nouvelle fois, tout va ensemble parce que le yoga, c'est aussi un peu symbolique d'une vie saine. Ça va avec le fait de manger sainement, de faire attention à son environnement. C'est ça. Le yoga, c'est prendre soin de soi et des autres. Et ça passe aussi par l'alimentation. Et comment tu te sens aujourd'hui d'avoir uniquement, entre guillemets, ce job de styliste photographe culinaire et de professeur de yoga? T'as l'impression que c'est le début d'une nouvelle aventure pour toi? Ouais, clairement. Je sais pas où ça va me mener. Je sais pas si je vais développer plus le yoga ou plus le blog. En tout cas, les deux vont m'accompagner, ça c'est certain. Je compte pas arrêter un des deux. Mais voilà, je ne sais pas du tout où je vais pour le moment, mais je vais profiter des prochaines semaines et de mon voyage pour peut-être réfléchir à exactement quand je vais me poser et quand je vais me poser, qu'est-ce que je vais faire. Tu es fière d'avoir osé, il y a 3 ans de ça, lancer ce blog officiellement? Ouais, sur le moment, c'était pas facile. C'était, comme je disais, sur le moment, j'étais pas spécialement fière parce que j'en parlais à personne, c'était un petit peu mon secret. Mais maintenant, je suis super heureuse de l'avoir fait parce que sinon, je serais pas du tout où j'en suis maintenant. Je serais probablement toujours heureuse, hein, mais voilà, je pense qu'il faut rechercher vraiment à faire... vivre de sa passion, je pense que c'est un peu, pour moi, l'objectif de la vie. Et je pense vraiment qu'on peut tous y arriver, sincèrement. Tu penses que ça t'a changé aussi, tout ce parcours ? Oui, clairement, ça c'est sûr. J'ai un peu plus confiance en moi parce que de base, je suis quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. On parlait du syndrome de l'imposteur, je l'ai beaucoup eu, je l'ai un peu toujours. Donc clairement, ça a transformé ma confiance en moi et ma créativité aussi, l'imagination, tu vois, créer des recettes, tout ça. Ouais. Oui, t'as appris beaucoup de choses aussi. Ouais, j'ai appris beaucoup. D'ailleurs, le métier de photographe culinaire, je le connaissais pas du tout. J'ai dû apprendre comment est-ce qu'on met en scène les aliments, une recette. Je cuisine encore mieux qu'avant d'ailleurs, à force de cuisiner, tu vois. Et du coup, quel regard tu as sur tes premières photos quand tu vois où tu en es aujourd'hui ? On peut toujours les voir, hein, d'ailleurs. Je les ai pas supprimées. Elles sont toujours... c'est les premières photos de mon compte, ma page Instagram. C'est assez comique de voir comment j'ai commencé. Heureusement que j'avais déjà, grâce à mon père, la passion pour la photo, le matériel. Donc ça, il faut dire que ça aide beaucoup aussi. Donc je suis pas partie de mes photos avec mon téléphone, hein, quand même. Mais c'était presque ça. Il y avait aucune mise en scène. Donc c'est assez comique de voir le parcours. Et vraiment, quand je remonte, parfois, ça m'arrive de redescendre tout mon feed Insta, toutes mes photos, et on voit l'évolution, et je trouve ça super intéressant. Et t'as toujours des nouvelles idées de recettes? Parce que du coup, en 3 ans, t'as dû en publier vraiment beaucoup. T'as toujours de nouvelles idées, de nouvelles envies? J'ai des tonnes. Là, j'ai des tonnes. Je dois avoir des dizaines d'idées, voire peut-être même des centaines d'idées de recettes. Que, en fait, j'ai envie de faire tellement de recettes. Surtout maintenant, depuis que j'ai plus mon ancien job, que je suis totalement libre à partir d'aujourd'hui, je pense que là, il va y avoir beaucoup plus de recettes qu'avant. T'as parlé plusieurs fois de liberté, d'être libre. C'est vraiment ça que tu ressens aujourd'hui par rapport à ce job que t'as créé? Ouais, complètement. C'est pas que je me sentais pas libre avant, mais un peu quand même, tu vois. Au final, j'avais beaucoup j'avais un cadre ici. Il faut que je me mette mon propre cadre, évidemment, mais d'un côté, je me sens beaucoup plus libre. En fait, le fait d'être son propre boss, tu peux faire ce que tu veux, même si évidemment, il faut quand même s'encadrer parce qu'il faut continuer à vivre, à quand même gagner un petit peu sa vie. Oui, tu le disais, quand on a installé tout le matériel pour ce podcast, c'est la première fois aujourd'hui que tu te réveilles et qu'en fait, t'as pas d'horaire, entre guillemets, imposé. C'est ça. Donc, ça demande une organisation totalement différente. Il faut vraiment se mettre un cadre pour pouvoir maintenant se lancer sur cette nouvelle voie. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ce que j'ai prévu de faire. J'ai prévu d'essayer de m'organiser beaucoup mieux, tu vois, me faire un petit planning. Genre, le lundi, je vais faire plutôt ça, peut-être plutôt le côté admin. Le mardi, créer des recettes. Le mercredi, les photographes. Enfin, tu vois, je vais vraiment essayer quand même de me tenir à un agenda, mais j'ai toujours la liberté de pouvoir changer ça, tu vois, moduler, ouais. Super, je vais te poser la dernière question de ce podcast. C'est qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait?
C'est une bonne question. Bon, déjà, quand je repasse cette année, j'ai osé faire beaucoup de choses que j'aurais jamais pensé faire. Mais c'est vrai que j'ai encore quelques petites choses sur ma liste que je voulais faire. Entre autres, donner des cours de cuisine. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais je me sens pas encore légitime parce que j'ai pas de formation, tu vois, de cuisine. Et donc, je me dis, mais enfin, qui suis-je en fait pour donner des cours de cuisine? Donc, il y a déjà ça. Mais tu n'avais pas de formation de photographe et styliste culinaire non plus. Tout à fait. Autodidacte depuis le début. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est bien vu. Tu sais que j'avais même pas pensé à ça. Mais donc c'est possible. Je vais le voir d'une nouvelle perspective maintenant. Merci. Et sinon, j'ai quelques autres projets. J'aimerais bien écrire un livre de recettes, par exemple. Ouais, mais bon, ça, je sais que ça demande énormément de temps, d'investissement. Et voilà, il faut que ça plaise aux gens, évidemment. Sinon, ouais, je pense que c'est ces deux aspects-là. Toujours liés à mon blog. Mais ouais. Et à la nourriture. Ouais, c'est ça il faut encore que j'ose me lancer pour ça. Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci pour tes questions. Merci Raphaël d'avoir accepté mon invitation pour découvrir son blog. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. J'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Merci d'ailleurs à ceux qui le font déjà, ça me touche beaucoup. Je vous dis à bientôt pour le dernier épisode de l'année.